Bonsoir. Fierté littéraire remercie la nation Kanien'kehá:ka, que les Blancs ont rebaptisée Mohawk, reconnue comme étant la gardienne des terres et des eaux de Tiohtià:ke, que les colons européens ont rebaptisé Montréal, sur lesquels se déroule ce soir la diversité en toutes lettres. Tiohtià:ke a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange pour les nombreuses Premières Nations. Nous souhaitons aussi reconnaître les forts liens qui unissent la nation Anishinaabe à ce territoire, connu par ce peuple comme Munyang. Aujourd'hui, les terres de Tiohtià:ke, Munyang, abritent une population autochtone diversifiée, ainsi que des personnes issues des autres peuples qui y résident. Nous respectons les liens continus avec le passé, le présent et l'avenir dans nos relations avec les peuples autochtones et les autres membres de la communauté montréalaise. Alors, ce texte est une adaptation de celui du théâtre Prospero. On les remercie beaucoup pour ce beau texte. J'aimerais aussi profiter du moment pour vous rappeler qu'en tant qu'organisme voué à la célébration de l'art littéraire au sein de nos communautés queer, que nous ne pouvons pas passer sous silence les nombreux reculs subis par nos communautés sur notre planète. On n'a qu'à regarder au sud de la frontière pour le constater. À ce jour, 12 pays imposent la peine de mort aux membres de nos communautés, 12, et des dizaines d'autres les jettent en prison. Nos acquis sont fragiles même ici, au Canada. Des membres de nos communautés sont tous les jours menacés, intimidés sur les réseaux sociaux et dans la rue, et le nombre de crimes commis contre nos communautés est en hausse, ici même à Montréal. Alors, plus que jamais, on doit se célébrer. Et surtout, célébrons les artistes comme on le fait, nous, ce soir. C'est primordial. Désolé de commencer avec aussi dur que ça, puis je n'ai pas fini. Alors, à partir d'aujourd'hui, Fierté littéraire ne diffuse plus ces événements sur Facebook et sur Meta. Ils nous ont boycottés hier parce que des gens sur la scène ont remis en question certains politiciens de l'extrême droite, qu'on ne nommera pas, et ils nous ont bloqués. Et ils bloquent aussi la diffusion de notre partenaire Fugue, qui, à partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus lire les publications de Fugue sur Facebook. Bien, par solidarité aussi, nous allons boycotter Facebook. On est peut-être juste un petit organisme, mais si on continue tout le monde à le faire, bien, ça va peut-être aider. Alors, ceux qui nous regardent, vous êtes sur YouTube, c'est un petit peu mieux, c'est Google, mais c'est déjà ça. Et je vais terminer parce que Maggie m'a demandé de le faire pour le début. Je vais remercier nos partenaires, Fierté Montréal, le Conseil des arts de Montréal et la Ville de Montréal, parce que c'est eux qui nous financent. On remercie notre partenaire médiatique, même s'il se fait boycotter par Meta, le magazine Fugue, nos partenaires, la Communauté de Montréal, évidemment, les éditions TNT. Et maintenant, j'aimerais vous présenter la personne qui va animer cette soirée. C'est une alliée. Elle est le A dans LGBTQIA. C'est vraiment, elle fait partie de ce A-là. Une alliée, on l'adore, Maggie Metellus. Merci Denis Martin. Georges, profonde reconnaissance pour cette prière, cette ouverture autochtone. Honneur et respect, amis de Fierté littéraire. Tes mots m'ont beaucoup touchée. Je suis juste au bord du volcan en éruption. Mais on va rester dans le doux. Merci Denis Martin de ces prises de conscience et de ces rappels extrêmement cruciaux. Merci beaucoup. Tu vois, je ne savais pas que c'était pas diffusé sur Facebook ce soir, donc moi j'ai annoncé aux gens cet après-midi que ça allait être transmis. Mais bon, on fera les correctifs nécessaires. Merci beaucoup.
Je disais donc profonde gratitude à Georges Pissimapeo pour cette ouverture qui nous dispose à l'écoute. Je tiens à remercier Andréane Wallman et Camille Toffoli des éditions Anénorac pour la mise en relation avec vous. Nous nous joignons, bien sûr, à Fierté littéraire pour reconnaître l'autorité des peuples autochtones sur ces terres. Et nous tenons à remercier nos frères et sœurs des Premières Nations de nous y accueillir à notre tour. Et de plus, à notre tour, nous renouvelons notre solidarité dans leur lutte et leur souhaitons une lumineuse journée internationale des peuples autochtones qui est célébrée aujourd'hui le 9 août. Je remercie vivement Denis Martin et Claude de m'avoir à nouveau donné carte blanche pour l'organisation de cet événement. Je suis reconnaissante à mes invités, Georges Pissimapeo, ici, Josiane Ménard, que j'invite à venir prendre place, Russell Brooks. On peut les applaudir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et Marieva Metellus. Merci d'avoir répondu favorablement à ma requête de participation. Nous avons préparé une soirée dont nous l'espérons qu'elle saura vous plaire et je vous la souhaite excellente. On peut applaudir. Notre première invitée est Marieva Metellus, qui nous fait l'honneur de lire ses textes en public pour la toute première fois. Ah, ok, d'accord. Maintenant, je comprends mieux. Voilà que je comprends. Elle se présente ainsi. Jeune poète autodidacte, Marieva a grandi dans une famille où le respect de la langue et l'importance du français et de l'art priment. Que ce soit ses grands-parents, sa mère, sa tante ou son entourage, elle assiste à plusieurs événements qui font évoluer cet amour en passion. Attirée par l'écriture et la lecture dès son jeune âge, elle ne tient pas de journal, mais écrit ses pensées ou des textes fortuits sur des feuilles de journal, des feuilles de papier ou des bouts de carton. C'est en 2021, durant la pandémie, qu'elle décide de sortir ses poèmes sur une page Instagram. Pardonnez-moi. Elle aime transformer les images en mots et c'est ce qui caractérise ses poèmes. Depuis, elle en publie quelques-uns lorsque ça l'enchante. Alors, nous avons le bonheur ce soir de découvrir une toute nouvelle plume. Accueillons, s'il vous plaît, chaleureusement, Marieva Metellus. C'est à mon tour. Je ne vous vois pas, mais je vous souris. Donc, à tout le monde qui est là. Ma cousine. All right. Donc, bonjour. Comme ma tante a si bien dit, je m'appelle Marieva Metellus. Je suis vraiment honorée de lire mes poèmes pour une première fois devant public. Espérons que ça vous plaira. Vous allez voir, mes poèmes sont parfois courts, parfois même très courts, mais ils sont écrits autant la nuit qu'entre deux bouchées de mon déjeuner ou en écoutant du Jean-Michel Blé, du Alexandra Strelitzky. Donc, je vous invite à les écouter les yeux fermés ou ouverts, comme vous le désirez, à les accueillir. Et j'espère vous faire sourire, rougir ou réfléchir en douceur à votre rythme. Bienvenue dans le recueil non écrit. Terre habitée. Tu m'as regardé, j'aurais dû apprécier, mais ton regard rempli de mépris a arraché ma terre, mon identité, mon pays. Maintenant, c'est moi que l'on appelle différente. Tes restes.
Tu es parti avec ton Tupperware, mais pas tes traumatismes. Maintenant, je les cuisine. Tous les jours, je les façonne à ma manière. Quand reviens-tu manger chez moi? Enfin loin. Hier, pour une dernière fois, mes larmes t'appartenaient. Aujourd'hui, un sourire m'a fait sourire, et ce n'était plus le tien. Off menu. Sur un menu, je choisirai toutes tes imperfections. Tetris émotionnel. Peu importe comment je fais le tri, tu finis toujours dans la pile des gens que j'aime. SSE, un suffixe qui accompagne un mot que j'ai trop souvent entendu. Les lettres qui lui précèdent tendrement ne sont pas tendres à mon égard. Des fois, un adjectif s'invite, sale. Mais je n'oublie pas que noir je suis, fier j'existe, mais les lettres qui accompagnent SSE existent aussi. SSE est parti, poète est resté. Amour sans bleu. Amour, j'ai besoin de toi parce que haine m'a tout donné. Apprentissage différent selon ta couleur de peau. J'ai voulu t'apprendre joie, nature, sport. Mais la société a préféré t'apprendre loi, négritude, mauvais sort. Profilé tu as été, trauma tu vas garder. Je suis désolé, mon neveu, que ce policier ait manqué d'humanité. Maintenant imprimés, tes droits, je te le souhaite, ne seront plus jamais brimés. Toi, sans moi. Oui, tu m'avais dit. À cette question qui m'a permis d'y croire, mais sans le voir, j'ai laissé ce oui se diviser, se soustraire, s'effacer. Et maintenant, il ne comporte plus de lettres. Ensemble, nous ne serons plus. Souvenirs futurs rompus. Toi et moi s'est transformé en toi sans moi. Les pancartes de ma grand-mère servent encore. Les pancartes de ma grand-mère servent encore. Les pancartes de ma grand-mère servent encore. J'ai l'espoir de croire que le monde va changer, que l'on va tous et toutes pouvoir cohabiter. Mais pourquoi les paroles de la Vitinègue ne cessent de résonner? Au lieu d'être une ancienne histoire que l'on ne veut pas répéter, ça devient juste un nouveau chapitre dans le livre d'une personne noire. Qui faut-il croire? L'abuseur ou l'abusé? Au final, c'est la personne la moins foncée qui finit souvent par gagner. Et ça, c'est la triste réalité. Je vais terminer sur une note peut-être un peu plus joyeuse. Puis je pense que je peux vous la dédier. Je peux vous le dédier.
j'ai compris en te voyant que mon sourire se multipliera, silence ou pas, près de toi. Merci. Oupaï. Oupaï. À Bobo, compliment. Bravo, merci, ma nièce de mon cœur. Voilà, c'est fait. Ouh, tu peux prendre une gorgée d'eau. Uh-huh. Oui, 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 vraiment, vraiment, vraiment. Love you tons. Merci, Maëva. Accueillons maintenant Russell Brooks. Il est l'auteur de... Oui, on peut l'applaudir dès maintenant, oui. Merci, Loulou. Il est l'auteur de 5 thrillers très populaires, Succession de Pandore, Délices inavouables, Chill Run et Le Code Déméter. Jam Run, son dernier thriller, a été lancé un peu plus tôt cette année. On dit que son écriture est capable d'attirer le lecteur avec une attention puissante et poétique aux détails, des scènes palpitantes de corps à corps dévastateurs qui projettent la fureur et la peur juste devant les yeux des lecteurs. Oh, il y a beaucoup de heures, hein. Si vous aimez les thrillers palpitants, avec des conspirations, des arts martiaux, du sexe, de la trahison, de la vengeance, vous n'avez pas besoin de chercher plus loin. Et vous comprendrez pourquoi ces livres font partie des meilleurs thrillers mystérieux de tous les temps, récents. Russell nous présente ce soir un extrait de son dernier ouvrage, Jam Run. Comme sa lecture sera en anglais, il nous en a fait un résumé en français que voici, et je cite. Quelques heures après leur arrivée à Montego Bay, Eddie Barrow et son ami Corey Stephenson sont témoins d'un meurtre horrible devant un bar. Lorsque la sœur de la victime demande de l'aide, ils découvrent des machinations visant à dissimuler la corruption d'entreprises étrangères et une série d'atrocités sexuelles. Cependant, l'engagement de Barrow et de Stephenson à résoudre l'affaire est mis à l'épreuve lorsqu'ils se retrouvent dans la ligne de mire d'un réseau criminel impitoyable qui s'étend au-delà des côtes de la Jamaïque. Pardonnez-moi une petite seconde. Merci, c'était l'alarme. Dans cet extrait, Corey tente de localiser Eddie, qui a été kidnappé. Désespéré, il prend le risque de rencontrer un inconnu à plusieurs kilomètres de Montego Bay. Il espère que cet inconnu lui indiquera où trouver Eddie. Cependant, au lieu de cela, il découvre quelque chose d'autre, de très perturbant. The mic is yours, Russell. Merci beaucoup, thank you. Est-ce que vous m'entendez? All right. Donc, Turtle Grove Park, 4:30 p.m. Corey veered off the two-lane parish highway and onto a dirt and gravel road that snaked for roughly a quarter of a kilometer before he saw an 8-foot wire fence blocking his path. He pulled over to the side, threw the gear to park, and scanned the area. He was surrounded by dense woods, and with the fading light, he couldn't tell if anyone or anything was watching his every move. Corey, what did you get yourself into? He said to himself with a sigh. He lowered the fan speed of the air conditioner as the inside of the car became a bit too cool. He kept the windows up because he didn't want any mosquito bites, especially out here in the woods. A sudden rat-tat-tat on the driver's side caused Corey to throw up his hands as he shot a glance to the window. He dropped his hands and relaxed his shoulders when he saw that it was a janitor sitting on a motorbike. He lowered the window. You know, you nearly gave me a heart attack. Sorry. Come quick before the sun set. Corey narrowed his eyes before nodding towards the fence. What's in there? Best to show you. Hurry, there's not much time. I'm not going anywhere until you tell me where we're going and what you want to show me. The janitor looked away, muttering some colorful Jamaican slang under his breath, then turned back to Corey. You really want to know what happened to Chevelle? I tell you the wrong man went to prison for her rape, and them still control her. Corey's eyes narrowed. Who's controlling Chevelle? Come, said the janitor as he revved the engine. I don't want us to be here when it gets dark. Corey watched as the janitor drove ahead to the side of the road, where he dismounted and pushed his bike a few meters into the woods to hide it behind a tree. The only other noises were the crickets and grasshoppers, sounds which he had grown used to while growing up.
The janitor was reluctant to talk, but Corey had no choice, as this guy may have some answers. Corey switched off the engine, grabbed the burner from the dash and his hand towel from the passenger seat on his way out. He swung the towel over his right shoulder just as he watched the janitor scale the fence as though it was nothing. When he landed on the other side, he turned to Corey, who was hesitant, not knowing what was on the other side of the fence. "You coming or not?" Corey bit his lip, shoved the burner and an end of the hand towel into each back pocket as he walked to the fence. He scaled it and joined the janitor, who had already walked ahead. They were in an area which could have been used as a parking lot, considering that it was large enough to hold a few buses. To their left was what appeared to be an outdoor gathering spot. There were stone benches built to form a semicircle with a split down the middle to separate both sides of the audience. They appeared damaged from what could have been years of neglect. The same could be said about the main building ahead. It was the same level ground structure with a sloping roof downward from the middle. Its windows were covered in cobwebs, and there were more visible splintered wood than paint on the side of the building. "What is this place?" Corey asked as he followed the janitor. "Me sure you have lots of questions." "Well, what do you expect? You told me to meet you here without giving me any details, and I trusted you. I don't even know your name." There was a silence while he kept walking, then finally, "Me name Nesta." "Okay," said Corey. "Are you going to tell me why I'm here?" A sudden rustling and beating of leaves in the branches above startled Corey into a defense stance. Ambush, he thought. "Relax, man," said Nesta, who did not even flinch. "I just bat them. Them not trouble you." He should have expected that bats would be in the trees, and as Nesta just said, they're harmless. They were all over Trinidad and Tobago, and he saw them regularly while growing up. Even though Nesta told him not to worry, Corey kept an eye on his surroundings. The tree cover blocked out most of the light of the sun, so he grabbed his burner and activated the flashlight. Nesta did the same soon after, and then stopped walking without explanation. Corey scanned the area ahead, wondering why Nesta stopped. He then turned to him. "Are you going to tell me what this place is?" Nesta did not return Corey's stare, but looked ahead, instead with a blank expression. "Enough things happen, you saw. Me glad city last 2 hurricane mash up the place. It saved me the trouble of burning it down myself." He was glad that 2 hurricanes wrecked this place? "Listen, Nesta, you asked me if I want to know what happened to Chevelle. This is where she was attacked, isn't it?" Nesta gave 2 short nods. "Not just her alone. Enough girls and boys from 12 to 15. The people who did this say they want to correct the problem before it starts." "Correct what kind of problem before it starts?" Nesta closed his eyes and let his head drop. "You hear about Pastor Green?" Corey sucked his teeth inside. "Yeah, I bumped into him and his peeps earlier today at a funeral." "I hear about that. Him and his people don't give up when it comes to harassing gay people," said Nesta. "Parents send their children to him for counseling when they think that they're gay or about to turn gay." "I knew it," Corey thought. This is a gay conversion camp." Nesta nodded. "Pastor Green tells children's parents that he's able to cast the demons out of them, to cast the gay demon out of them. And I'm sure most of them know how he goes about doing it too." Corey's eyes widened. "As in, rape the gay away? That's what you call it where you're from? It all means the same thing any way you sugarcoat it," said Corey as he pinched the bridge of his nose. "Did Pastor Green ever participate?" Nesta nodded as he curled his lips inward. Corey saw that Nesta was staring at something. He shone his flashlight in that direction. "What's over there?" Rather than answer, Nesta started walking again, with Corey quickly following. From what Corey saw, it was obvious that this place deeply traumatized him to the point that he had to work up the courage to keep moving. They came to a smaller box-shaped shed that was no bigger than a regular-sized garage. Nesta was about to open the door, but as he grabbed the doorknob, he paused, glanced over his shoulder, and took a kerchief out of his back pocket. "You'll want to cover your nose." The battered, splintered door had been left unlocked, and it creaked as Nesta opened it. He already covered his nose and mouth with the kerchief before entering. Corey grabbed his hand towel as he followed him. He barely made it through the door before the rotten smell of mold and urine lashed out and bitch-slapped him. He pressed the towel hard against his nose and mouth, scrunching up his face that his lips curled inward to touch his teeth. Corey raised his flashlight as both his and Nesta's beams crossed.
There was a loud series of clicking that made his body seize. A swarm of flying cockroaches with wingspans almost as big as the average human hand scurried away through cracks and holes in the floor, the walls, and in the ceiling. When the clicking stopped, Corey's flashlight fell onto 2 mice feeding on the rotting carcass of another. Nesta saw them and stomped the floor next to them, making them bolt. "You gonna go away, shush! Go away, shoo!" The room fell silent. Corey waved his flashlight around as he saw Nesta swatting away a few hanging spider webs. Corey aimed his flashlight where Nesta aimed his and saw a rusted bed frame in the corner adjacent from where they stood. He paused his beam on the mattress, which was hanging halfway off, stained and floppy with age, rusty metal coils poking through its surface. He then focused on the red stains and he winced. "Is that blood?" Corey looked away from the bed and to Nesta, still covering his nose and mouth, and then back to the bed. Corey's mind was assaulted with images of children being tied face down onto that mattress with a sadistic asshole, held the cross in one hand and the Bible in the other before forcing himself on them. Completely helpless, they would have accepted anything the abuser yelled at them, so long as the pain ended. He assumed that Nesta shared the same thoughts, his breathing as short into a quick staccato. Corey spotted Nesta stepping backwards. No, me can't," said Nesta as he shook his head, then turned and ran outside. Corey ran after him, not being able to take the smell nor the thought that he was standing inside an area that reeked of vermin and child rape. If you want to know what happens next, you can buy your copy of Jam Run, available right now on Amazon. So if you enjoy suspense thrillers with conspiracies, martial arts, sex, betrayal, and revenge, go buy your copy right now. Thank you. Wonderful. Thank you, Russell. A lot of food for thought. Si on a un petit peu de temps à la fin, j'aimerais échanger avec toi sur les origines de cette histoire. Si on a un petit peu de temps à la fin. Vous aimeriez la connaître, non? Oui. Ah, ok, d'accord. Au tour maintenant de Josiane Ménard, de nous présenter ses œuvres. En plus d'être poète et rédactrice pigiste, Josiane est également psychoéducatrice en milieu scolaire. Sa maîtrise en psychoéducation témoigne notamment de sa passion pour les relations interpersonnelles, qui lui permet d'ailleurs de juxtaposer les mots et la relation d'aide dans ses écrits. Elle a partagé sa plume dans les recueils collectifs inclusifs, féministes et bilingues, Nos plumes comme des armes, en 2017, et Occupe-toi bien des tiens en 2018. Elle publie ensuite son propre recueil, État d'âme, toujours en 2018, où elle revisite son histoire personnelle. Elle nous invite ce soir à une expérience de poésie olfactive. Elle nous présente 3 textes et les parfums qu'ils lui ont inspirés. Alors, tu sais quoi? Je vais te laisser le soin d'expliquer comment va se dérouler cette expérience. Parfait. Josiane Ménard, mesdames et messieurs. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis tellement contente de vous voir. Je suis super contente de voir vos visages, de partager cette expérience avec vous. Merci à tout le monde. Merci à toutes les autres artistes. Merci à Maggie. Merci à vous. Donc, je vais vous faire travailler un petit peu. Ça va être une performance interactive. Je vais faire travailler votre sens de l'odorat. Alors, je vous présente 3 textes avec des parfums qui y sont associés. J'ai quelqu'un que je connais bien dans la salle que je vais prendre comme assistante. Yes, c'est parfait. Alors, j'ai 3 enveloppes à faire circuler. Donc, la première enveloppe va être pour le premier poème. Il y a 2 parfums dedans. Donc, 2 petites mouillettes. Comme ça, je vous fais la petite démonstration. Pendant que je lis le parfum, vous pouvez sentir pendant que je lis le poème, vous pouvez sentir le parfum
qui m'inspire. L'accord, on pourrait appeler ça un accord parfum-poème. Donc, pour vivre une expérience olfactive, je vous invite à faire circuler la petite enveloppe avec les mouillettes. Donc, Je vais être dans l'assistance de cette partie-là. Merci. Donc, pour l'enveloppe numéro 1, donc, je vous présente... de faire circuler pour les petites mouillettes, pour que chacune des personnes puisse se prendre une petite mouillette. Les personnes qui le veulent, vous n'êtes pas obligés. Pour je pense que peut-être qu'on va devoir faire circuler les mouillettes aussi, s'il n'y en a pas assez. Il y en a 8 par parfum. Et on peut participer nous aussi, hein, ici? Oui, moi j'ai déjà pensé, je vais vous les passer après. Ok, d'accord. Donc, ce que vous sentez en ce moment, c'est Hibiscus Mahajad de la maison Crivelli, ainsi que Vétiver de Malin Gouetz. J'ai choisi ces 2 parfums pour rendre hommage à des plantes et à des fleurs qui représentent mon pays, Haïti. Donc, je vais prêcher pour ma paroisse et les sentir avant, moi aussi. Alors, lettre d'amour à toi-même pour les jours de pluie. Tout chez toi est si doux, poétique et bouillant à la fois. Ton authenticité, ta candeur, ton optimisme, ta joie de vivre et ton désir de bien faire te rendent particulière dans un monde qui peut parfois se montrer si indifférent. Ton attention aux détails, ta précision, ta douceur, ton écoute, ton talent, ta créativité, ta façon de parler en poème et d'écrire en métaphore. Ton rire tonitruant qui traverse les murs. Ta façon de t'occuper des enfants des autres comme si c'était les tiens. Ton amour de la vie malgré les épreuves. T'en as fait du chemin depuis 10 ans. Si tu te sens perdu parfois, c'est parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Tes ancêtres l'ont écrit pour toi, mais leurs parchemins ont été brûlés, leurs plumes cassées, leurs souvenirs effacés. Heureusement que les chaînes centenaires du Cap haïtien sont toujours debout et qu'ils font le pont entre nous et les disparus. Ils font ce qu'ils peuvent pour ramasser les pots cassés. Malgré tout, tu inspires par ta lumière. Certains se sentent aveuglés, ça leur appartient. Ta vérité et ta brillance attirent toutes sortes d'âmes, même si parfois tu te laisses approcher de celles qui ne veulent pas vraiment ton bien. De plus en plus, tu apprends. Ça fait mal, tu te sens égoïste, mais de plus en plus, tu t'écoutes et tu te respectes. Ton cœur contient la force de 1000 soleils. Ton existence est un cadeau. Prends-en soin. À bientôt et d'ici là, dors bien. Merci. Je tiens juste à dédier ce poème aux chaînes centenaires haïtiens qui nous ont quittés cette année. Donc, Ton Brice Ménard, qui est décédé à 103 ans, et tante Alide Célestin, décédée aussi à 103 ans. Merci. Est-ce que ça se passe bien, cette expérience?
Merci. Excusez, j'ai enlevé les mouillettes qui me servaient de signet. Ah, d'accord. Alors, ce ne sera pas très long. Je vais juste aller trouver. Voici le troisième. Voici le troisième. Et voici le deuxième. Ce ne sera pas très long, pardon. Simple Request, oui. Le deuxième, c'est Simple Request. Simple Request, ça en vient, ce ne sera pas très long. Alors, je l'ai trouvé. Merveilleux. Alors, pendant que la deuxième mouillette de parfum circule, je vais vous parler du parfum qui s'appelle Peau. Donc, Peau de la maison Arquiste. Peau qui évoque la corporalité et l'humanité ainsi que le romantisme. Il est associé à mon poème qui s'appelle Simple Request. Simple requests. That my heart is handled with care. That my soul is nurtured. That my hand is held. That my bed is warm. That my back is rubbed. That my pain is understood. That my laughter is shared. Someone who cares. Merci. Malheureusement, on n'a pas de grain de café. Oui, c'est vrai. Pour changer, mais bon. Alors, pendant que les mouillettes pour le troisième poème circulent, je vais vous parler du parfum. Tout va bien? OK. Alors, le poème 3 de Joram Studio, qui est une parfumerie écossaise. Donc, le parfum s'appelle Elegy. Il exprime et je cite, les joies fulgurantes et la profonde tristesse de la vie. Donc, le paradoxe de la vie. Donc, il s'accorde avec un extrait de mon journal. Date inconnue. Je suis un chantier de construction. Il me manque parfois des bouts, mais j'ai tant à offrir. Je suis un être digne d'amour, malgré mes défauts de fabrication. Merci. Touloulou! Wow! Josiane Ménard, merci. Merci à Naïka qui a fait la passation des enveloppes, là. Qui est notre cousine, oui, aussi. Oui, je sais, oui, c'est ta cousine. Oui, c'est ta cousine. Et donc, ma petite cousine. Ok, voilà, on a tout dit, vous savez tout maintenant. Comment vous avez trouvé cette expérience? Oui, agréable, nice. Si on a du temps après, peut-être que tu pourras nous en parler un peu plus. Excellent.
tout à l'heure, s'il nous reste encore un petit peu de temps. Peut-être qu'il va nous en rester. Notre dernier invité qui a fait l'ouverture, la prière autochtone pour nous, est Georges Pissimapeo. Pissimopeo, excuse-moi, c'est coquille. J'ai mis un A au lieu d'un O. Pissimopeo est né dans la forêt aux abords de Sainte-Terre, en Abitibi, d'une mère crie et d'un père métissé. Il a vécu son enfance côtoyant les Premières Nations et la culture québécoise. Toute sa vie, il a été déchiré par ce double héritage culturel, celui de ses frères et sœurs des Premières Nations et celui de ceux venus d'ailleurs. Georges a toujours travaillé pour les Premières Nations, notamment comme coordonnateur des services parajuridiques autochtones du Québec et fonctionnaire pour la Nation Crie. Présentement, il visite ses frères détenus des Premières Nations en partageant avec eux des enseignements et des rituels spirituels anciens. Pissimapeo est son premier livre à paraître, je crois, l'automne prochain aux éditions Anénorak. Accueillez, s'il vous plaît, chaleureusement Georges Pissimapeo. Wadia, Wadia Miswa, ça veut dire bonjour tout le monde. Je suis très content, très honoré en tout cas de participer avec vous. Merci Maggie, très gentille, très touchante. C'est des pans de ma vie qui ont été percutants, qui ont été frappants. Vous allez écouter 2 de mes manuscrits, ils en contiennent je ne sais pas combien, peut-être 50. Je vais avoir, avant d'oublier, le 5 octobre N'était-ce pas l'été? C'est une librairie dans la petite Italie, le lancement de mon livre Pissimapeo. Voici mon premier texte. L'esprit du lynx. Negawi Planchish, ma mère, Planchish Pissimapeo. Sa langue, elle me l'a donnée. Son savoir ancestral et l'esprit des animaux, elle les avait en elle par sa mère, par sa lignée millénaire. Dans nos territoires, février est froid, même rigoureux, mais nous commencions à sentir la période du Shikun, ou Shikuch, le début du vent doux du sud. Un matin, avant que je parte visiter mes pièges, à l'aurore, ma mère me fait à déjeuner et raconte ses savoirs. Planchish me dit, « Tu dois sentir l'esprit de l'animal que tu trappes. Tu dois lui demander pardon. Tu dois être dans l'humilité, sans quoi son esprit ne t'entendra pas. Tu dois être respectueux dans ta quête. Et pour être un bon chasseur, un bon trappeur, tu dois faire du vent ton allié. Tu dois deviner s'il vient du sud, du nord. Tu dois connaître le territoire, ses rivières, ses vallées, là où le vent souffle. Car c'est lui qui conduit les lynx, les martres dans tes pièges. Chaque coulée, chaque escarpement de la rivière, tu dois les connaître. Tu dois honorer les esprits de ces animaux pour qu'ils viennent à toi. J'avais 12 ans et ce matin-là, je suis parti en motoneige seul, sans mon père. Planchish, un peu inquiète, m'a dit la veille, « N'oublie pas que la neige devient comme du sel en matinée. Pour profiter de la croûte qu'elle forme, tu dois partir tôt, très tôt. » Planchish prépare à déjeuner et me dit que l'esprit du lynx a visité ses rêves. Elle a dit que les lynx, une fois piégés, restent là sans bouger, à attendre, sans vouloir se délivrer des griffes du piège Victor A. Elle m'enseigne comment mettre le collier et le pendre au bout du collet qu'elle a soigneusement préparé avant mon réveil. Il est 4h30. Je file à motoneige dans la forêt, sur les rivières glacées.
Le vent est là. Je suis le trajet de Rosaire, mon père. J'ai des dizaines de pièges à visiter. Je pense à mon père absent depuis des jours. L'alcool est son maître. Je parcours la forêt, je visite mes pièges, des martres, des belettes, et enfin le prince des lieux, un immense lynx qui m'attend tranquille. Les enseignements de Planchus s'évanouissent devant la beauté et la majesté de l'animal. Le lynx me regarde, il ne bouge pas. J'ai peur. J'entends la voix de ma mère, j'entends sa voix en moi. Elle me dit de faire ce qu'il faut faire, de respecter l'esprit de l'animal qui donne sa vie. En lui donnant la mort, j'ai respecté la vie du pichou, le lynx. Il est 9 heures du matin, je dois revenir au plus tôt, car le soleil déjà haut devient mon ennemi et transformera cette neige dure en sel. Lors de ce matin ensoleillé, Planchus m'attend dehors, devant la cabane, fébrile, sachant que je ramène le lynx dont elle avait rêvé la nuit d'avant. Voilà. L'esprit du vent. Il habite mes rêves. Depuis des nuits, il m'appelle. Il me dit, je suis ton ami. Je veux que tu m'accompagnes, que tu parcours le ciel avec moi. Du ciel, tu verras, tu sentiras l'immensité de mes ailes, de ma vision. Je vois des forêts, des lacs, des rivières. Viens les voir avec moi. Viens avec moi, Georges. Partage mes ailes. Je suis à tes côtés. N'aie pas peur. On survolera le ciel jusqu'au crépuscule, jusqu'au coucher du soleil. Sur mes ailes, tu seras libre, enfin. Voilà. J'ai une dernière à vous. C'est le crayon jaune. Il est court, mais très percutant. Voilà. Le crayon jaune. Dans notre cabane en bois rond, il faisait froid l'hiver. Soudain, au milieu de la nuit, des cris horribles, les cris de ma mère. Elle pleure, appelle à l'aide. Moi, je suis terrorisé. La brute est revenue de sa cuite et avec elle, sa colère, sa fureur, sa violence inouïe. Cette terreur, cette violence sont omniprésentes. Elles restent ancrées en moi. Ma sœur aînée avait un crayon jaune en bois dans son sac d'écolière. Je le lui ai dérobé. Dans mon cœur d'enfant, j'aurais voulu que ce crayon jaune pénètre mon oreille et rejoigne l'autre orifice pour que plus jamais je n'entende les cris, les pleurs, les bruits des coups que Planchus recevait de cette brute. À 5 ans déjà, je pensais mourir, me tuer. Le crayon jaune glissé sous mon oreiller en était la preuve. Il me suit toujours, ce crayon jaune. Merci. OK. Le pacte. J'ai vu mes enfants. Les deux souffraient de me voir ainsi. L'une et l'autre m'invitaient par leur regard, par leur amour, à rester avec eux. Et je suis resté, brisant le pacte de me donner la mort à 50 ans. Ce pacte conclu à 5 ans avec mon crayon jaune. J'en ai un autre ici. Le tatouage de Planchus. Sur son bras gauche, celui de son cœur, il y a des tatouages bleu turquoise. Je lui demande d'où viennent ces teintes. Planchus me dit, c'est un rite de passage pour les Inuska, les jeunes cris. C'est une communion avec Chimendo, notre créateur, et aussi un acte... Excusez. Un acte de courage, car c'est douloureux, la pointe de la grosse aiguille de la Gistregen chauffée dans les braises rouges.
avec cette aiguille, tu fais toi-même les marques sur ta peau. Elle m'a dit que la douleur doit exorciser, éloigner la famine, la maladie. Il a protégé des maux que la vie amène dans le sillage de son canot. Elle dit aussi, c'est un signe d'appartenance à ma communauté, à ma nation, un signe que je suis la fille de Chimendo. Voilà. Miigwech, Georges, merci infiniment. On a aimé, oui. On a aimé. Je ne comprends pas. Alors, dites-moi, je ne sais, il est quelle heure? C'est encore 20 minutes. J'ai encore 20 minutes. Tout le grand luxe. Ça vous va? On va faire quelque chose d'un peu particulier. Et pourquoi pas? Alors, j'avais dit à Russell et à Josiane que si on avait du temps, on reviendrait. Donc, je vais vous donner 3 minutes pour raconter quelque chose. Et puis, s'il y a quelqu'un dans la salle qui a envie de poser une question à quelqu'un qui est sur la scène, on pourra faire ça aussi. Oh, on est d'accord? Ok, d'accord. Donc, je vais demander à la régie si ce micro-là qui est en bas, on peut s'en servir. Est-ce qu'on peut? Oui, on pourra. Extra. Alors, j'avais d'abord dit à Russell, s'il te plaît, tu veux lui passer le micro pour moi? Doudou. Merci. Rappelle-moi ton nom, technicien extraordinaire. C'est Mike. On applaudit Mike, s'il vous plaît. Alors, oui, Russell, je demandais, et vraiment en 3 minutes, pas plus, hein, Pourquoi on rit de moi? Ok, d'accord. Je sais que ce livre est basé sur une histoire vraie, C'est horriblement et triste, dramatiquement vraie. Pourrais-tu nous la raconter, s'il te plaît? Bon, l'histoire est inspirée par un événement qui m'a vraiment chaviré. C'était le meurtre sauvage de Dwayne Jones à Montego Bay. Ce qui s'est passé, il était un adolescent et lui, il était mis dehors de la maison de ses parents et il habitait avec 2 de ses amis trans. Et une soirée, il est décidé d'aller à une party déguisé comme une femme à un endroit de straight. OK? Et, ouais, c'est très brave ce qu'il a fait. Mais, il était tellement bien déguisé qu'il n'y avait personne qui savait qu'il était un gars. Mais il a fait l'erreur fatale de confier à une jeune fille qui a reconnu de son église. Et elle l'a outé à tous ses amis mâles, OK, qui étaient là. Et Dwayne Jones, il a essayé d'échapper, mais il était confronté dans le stationnement. Et il y avait un groupe de personnes qui ont entendu. Une foule a commencé à se bâtir. Et lui a réussi à s'échapper. Mais malheureusement, le lendemain, son corps a été trouvé sur la bord de la rue, pas trop loin du club. Il était battu, il était poignardé, on a tiré dessus et on a même écrasé avec un véhicule. Ça, c'est comment ils l'ont trouvé. Et malgré qu'il y avait au-dessus de 300 personnes à cette partie, tout le monde disait non, on n'a rien vu. C'est ça qui est plate. Et malheureusement, ça, c'est un événement qui s'est arrivé le 21 juillet en 2013. Ça se fait 10 ans que c'est arrivé. Et à date, la police, ils n'ont pas trouvé les meurtriers jusqu'à date. Donc, c'était ça l'inspiration sur Jamrun. Merci. Ouf. Alors, on dit merci, puis en même temps, c'est le genre d'histoire qui fait qu'on ne sait pas. Tu sais, c'est comme quand tu vois des photos passer horribles sur les réseaux sociaux, et puis il faut faire un like. Like, how do you like that, right? You can't.
Bien, merci. Et moi, je vais émettre le vœu que j'avais déjà exprimé au lancement de ton livre, qui est une traduction en français de ce livre. Bon, ça, c'est un projet à venir. Voilà. Merci beaucoup. Oui, j'avais aussi demandé, Josiane, je t'avais demandé, tu vas faire ça en 2 minutes, s'il te plaît, de nous parler d'où te vient l'inspiration pour cette expérience de poésie olfactive. D'accord. Alors, bonjour. L'inspiration par rapport à la parfumerie et à la poésie me vient justement de lorsque je me rends chez un parfumeur. J'ai envie, oui, de sentir des notes que j'aime, comme la cardamome que vous avez senti, la bergamote, le pamplemousse, la vanille ou la rose, qui sont toutes des notes que je trouve très intéressantes. Mais ce que je trouve vraiment très intéressant aussi, c'est de savoir quelle histoire ce parfum-là raconte. Puis, c'est un petit peu comme la poésie. Je peux, avec un poème, savoir quelle histoire j'ai envie que mon poème raconte, mais les personnes qui le lisent ou qui l'entendent peuvent se réapproprier selon leur propre prisme de compréhension et de perception. Je trouve que les parfums, c'est comme ça aussi. Donc, je trouve que la mémoire olfactive, c'est une mémoire qui est très puissante et j'adore l'accorder avec la mémoire du papier et des mots. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Josiane. Russell, je vais te demander de passer le micro à Marie-Eva. Je n'avais pas annoncé, mais... Hello. How are you? OK. Si tu peux y répondre tout de suite, tu pourras répondre tout de suite, sinon je reviendrai à toi. Comment tu as vécu cette première expérience, première partie de la question, et puis que représente la fierté pour toi? Deuxième partie de la question. OK, thank you. Mais c'est ma nièce, elle est capable. En 1 minute? Oui. OK, super. Je débute très simplement. Premièrement, merci encore d'avoir pris le temps de m'écouter, de me laisser livrer ces poèmes-là. Qu'est-ce que j'ai vécu? Comment ça a été? Je pense que j'étais stressée. Je pense que je shakeais beaucoup des jambes. Mais c'est ça. Je pense que je voulais aussi te rendre fière. Donc, mission accomplie. Merci. Mission accomplie. Merci. Merci. En plus, je pense que j'ai entendu la voix de ma cousine Ariane, mais je la vois pas. Yep, elle est là. Elle est là, hein? Elle est là. What it do? Puis la fierté, un peu comme ma fierté que j'ai pour la famille. Pour moi, la fierté, c'est inconditionnel d'être soi-même à 100% tout le temps, peu importe où on est. Je pense qu'on apprend beaucoup à devoir, en tant que femme, en tant que personne noire, de devoir rentrer dans un code, dans un moule. Puis, je pense qu'il y a des fois des manières de devoir briser ce moule-là et juste se tenir fier et d'être brave. Mais c'est ça pour moi, je pense. La fierté, c'est exister sans compromis à 100%. Aïe Bobo. Aïe Bobo, merci chérie. Merci. Tu veux bien passer le micro à Georges? Oui, bonsoir. Georges, il se méfie, il dit, qu'est-ce qu'elle va me demander? C'était pas prévu, ça. C'est pas dans le contrat, ça. Non, mais voilà, je sais que très librement, tu pourras le faire. Alors, c'est un premier recueil. Oui, absolument. Oui, c'est mon premier et mon dernier. Pourquoi non? J'ai trop de choses à faire d'autres. Comment? J'ai trop de choses à faire. OK. De toute façon, écoute, c'est ta parole, ce sont tes mots, et on les respecte, et en plus de les apprécier. Juste demander, qu'est-ce qui fait que tu as eu... Est-ce qu'on peut parler d'un besoin d'écrire?
Oui, ça a été vraiment le rédempteur pour moi, dans le sens où je voulais aussi honorer la mémoire de Planchiche, ma mère, qui est partie très tôt, très, très tôt, parce qu'elle abusait beaucoup d'alcool à un certain moment de sa vie. Elle en est morte. Donc, c'est honorer sa mémoire. Ça a été une des femmes que j'ai adorées dans ma vie. J'en ai adoré plusieurs. J'ai aimé beaucoup, beaucoup de personnes. Mais Planchiche a été une figure marquante dans mon éducation. Elle m'a donné le plus beau cadeau parce que moi, avec ce cadeau-là, j'ai pu gagner ma vie très, 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 très bien quand j'ai travaillé comme fonctionnaire parce qu'il demandait toujours si je parlais français, anglais et le cri. Alors, là, j'ai commencé à leur parler en cri. Puis elle a dit, ouais, je pense que tu parles mieux que nous autres. Non, je faisais une joke. Alors, c'est ça. Puis j'ai fait toute ma vie professionnelle dans le nord du Québec, en Iowichiti. Iowichiti, c'est le territoire cri. Voilà. Merci. Merci. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait poser une question, faire un commentaire? Il ne faut pas hésiter pendant 22 ans, non? Merci, ma chérie. Oui. Oui, venez. Il faut vous approcher. Il faut prendre le micro. Non, Mike va nous arranger ça. Merci, Mike. Voilà. Et être consciente qu'il y a la caméra là, donc peut-être. Voilà aussi. C'est tout. Bonjour, je m'appelle Fabien, mes pronoms sont il, lui. Merci. Bonsoir, Fabien. Pas de problème. J'ai une question assez difficile, j'imagine. En tant que poète inconnu et débutant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un moyen, ou quel est selon vous le meilleur moyen de créer et d'avoir de l'audience? Je ne sais pas comment dire ça en français, désolé. Un auditoire du public? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? J'aimerais savoir quel est votre processus pour acquérir de l'audience, pour acquérir de la confiance en vous, pour acquérir ce courage en fait de pouvoir aller de l'avant et créer ce que vous avez à créer et exposer ce que vous avez à exposer. Merci pour la question. Je vais laisser les experts dans la matière. Merci. OK. Ça fonctionne? OK. Donc, merci pour votre question. C'est une très bonne question. En fait, je crois que pour développer sa confiance, c'est un travail, c'est un travail qui est vraiment intérieur. La pratique, écrire, donner de l'importance à ses écrits, donner de l'importance à même les petits gribouillis qu'on fait. Tout ce qu'on crée, ça a de l'importance, c'est sacré. Donc, de voir la beauté dans ce qu'on fait, dans nos gestes du quotidien, dans notre rituel, commencer à se dire, même si on fait que se laver le visage ou brosser nos dents ou peu importe, se dire, ce sont des rituels que je fais pour prendre soin de moi. Puis l'écriture, ça peut être la même chose aussi. Donc, le faire comme un rituel, que ça devienne une habitude, ça devient comme une seconde peau, comme se brosser les dents. Ça enlève un petit peu la partie qui est intimidante pour l'écriture. Pour partager, par contre, pour lire, là encore, c'est de la pratique. De lire devant des personnes bienveillantes, de lire devant des personnes en qui on a confiance. Commencer par ça. De lire devant le miroir, si tu veux. De t'enregistrer sur ton téléphone, de te réécouter, de t'habituer à ta voix. Donc, de cette façon-là, ta poésie peut ne faire qu'un avec toi. Puis c'est plus facile après quand tu es à l'aise avec toi-même, puis avec les autres que tu connais, tes proches. Ça devient plus facile après de partager devant des inconnus. Donc, voilà. Merci. Pardon, merci. Ça répond? Oui, c'est sur une bonne piste. Hein. Comment on remercie les gens qui prennent la parole? Thank you. Okay. Oui, voilà, à Bobo. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a
Une autre personne dans la salle qui voudrait poser une question, faire une remarque? Est-ce que vous êtes content et contente de votre soirée? Oui. Ok. Merveilleux. Est-ce que vous êtes contente et content de votre soirée? Merci beaucoup. Ok, wonderful. Ah, bobo. Donc ainsi prend fin notre soirée, La diversité en toutes lettres, édition 2023. Nous, Marieva Metellus, lève-toi. Marieva Metellus, Russell Brooks, Josiane Ménard et Georges Pissimopeo. Et moi, Maggie Metellus. Nous sommes très heureuses et très heureux et nous vous remercions d'avoir partagé ce moment avec nous. Remerciements renouvelés à Fierté littéraire, principalement à Denis Martin. Denis Martin! Claude et Jean-Benoît, Jean-Benoît. Ok, d'accord. Merci à l'équipe du Théâtre de la Comédie de Montréal que je découvre ce soir. C'est un espace extraordinaire. Merci beaucoup. Merci Serge Martel pour l'interprétation LSQ. Remerciements de la part de l'organisation au Conseil des Arts de Montréal. Fierté Montréal. La ville de Montréal. Partenaire médiatique de Fierté littéraire, le magazine Fugue. Et les autres partenaires, la Comédie de Montréal. Et les éditions TNT. Bon, alors, tu sais, je lis la liste, mais c'est qui les éditions TNT, à le final? Ah, entiendo, d'accord. Voilà. Et est-ce que c'est l'équipe de TCF TV? La télévision communautaire de Montréal? Doudou. Bonsoir, merci beaucoup, Fernando et tous les autres membres et toutes les autres membres de l'équipe qui assurent donc la retransmission sur YouTube et non plus l'autre endroit, ok, qu'on ne nommera même pas, ok. Fierté littéraire se poursuit demain avec à 17h l'espace littéraire avec Marie-Claude Johannis, ici même au Théâtre de la Comédie de Montréal. À 19h, Transpoésie avec Pascal Cormier. Oui, doudou. Nous vous invitons à consulter notre page web, fiertélittéraire.ca, et notre page, moins celle-là, là. Et notre compte Instagram. Et nous sommes en direct, puis en différé sur YouTube, dorénavant. Et vendredi, le vendredi 11 d'août, à 19h, c'est l'événement, le grand effeuillage littéraire, un événement résolument queer, féministe et body positive. 18 ans et plus, vous savez à quoi vous en tenir. Oui, il y aura du langage et de la nudité. C'est un effeuillage pour de vrai. OK. Dans un cadre littéraire, il y aura des mots, il y aura de la poésie, il y aura toutes sortes d'autres genres, mais c'est un effeuillage.
N'est-ce pas, Denis Martin? On n'a que les mots pour se couvrir. Vous avez entendu, hein? Il n'y aura que les mots pour les couvrir. Les billets sont à 29 $, admission générale, 15 $, tarif étudiant, en vente ici même, ou Benoît en ligne. Là, j'avais cette feuille-là. Tu veux me la passer, s'il te plaît? Je te remercie. Donc, il y a de ça un peu partout dans la salle. Vous êtes invités à scanner ça et à prendre connaissance de toute la programmation et de toutes sortes d'autres choses. Vous avez constaté aussi en entrant, et ce sera aussi là en sortant, qu'on vend des livres. Alors, on vous demande bien sûr, si vous le pouvez, d'encourager nos auteurs, autrices et auteurs. Et notre partenaire, la bibliothèque, la librairie, Le Guélion. Excusez-moi, j'ai dit la librairie Le Guélion. Merci, et Fierté littéraire. Par ailleurs, si vous voulez rester ici, à 21h, donc dans pas longtemps, Luc Arsenault présente La Duchesse de Langeais de Michel Tremblay. Et je garde un souvenir impérissable de ce comédien dont j'ai, hélas, oublié le nom, parce que du temps que Radio-Canada faisait son travail culturel comme du monde, il y avait ce qu'on appelait la série Les Beaux Dimanches. Qui se souvient des Beaux Dimanches sur les ondes de Radio-Canada? Et il y avait des soirées de théâtre et on a eu l'occasion, entre autres, de voir La Duchesse de Langeais de Michel Tremblay. Bon, avant que je dérape et que je parte sur une tendance sur laquelle il ne faudrait pas, laissez-moi vous dire, chers et chers amis de Fierté littéraire, que vive la diversité. Je prends une pause pour demander à Georges, est-ce que tu voudras bien nous donner un coup de tambour à la toute fin, là? Ou bien dès maintenant même. Je reprends donc, chers amis de Fierté littéraire, que vive la diversité. En tout mot, en tout geste, en toute action, en toute lettre. Bonsoir. Oh, les applaudissements sont timides là. Oh. Thank you. Thank you. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. Je vais demander à tout le monde de se... Est-ce que ça va? Levez. Voilà. On s'avance, on fait un salut. Voilà. Merci. Yeah. Hey!